bonjour et bienvenue à notre chronique de ce jour. Je suis Moueni Ivolo Didier, celui qui vous présente habituellement la chronique. Pour notre chronique de ce jour, je vous propose de réfléchir sur une thématique très chère à Denis Sassou Nguesso et à ses partisans, une thématique qu'on rabâche tout le temps dès lors que le pouvoir se retrouve en difficulté, comme pour dire nous avons le plus important à sauvegarder, et, même s'il y a des difficultés, mais attention, depuis 1997, c'est comme ça qu'il le présente, novembre 97, nous avons gagné la paix. Aujourd'hui, je voudrais quand même réfléchir avec vous sur cette question où on fait miroiter comme ça des menaces de déstabilisation, les risques de débordement ou encore dans un discours, c'est Denis Sassou Nguesso qui disait c'est celui qui s'est blessé à la bouche ou à la langue qui connaît le goût du sang. Et vous êtes fortement attaché à la paix. Ceci a été dit presque par tout le monde. Et je retiens au sujet de cette question importante deux repères, peut-être trois. C'est la déclaration pathétique faite par les ex-combattants. Je dois vous dire que j'ai reçu lors des consultations à Brazzaville certains de leurs délégués venus du Niari, de la Bouenza et de Brazzaville. Ils m'ont simplement dit, Président, vraiment on connaît le goût du sang, que lorsqu'on se blesse à la langue, c'est très fort, et que nous, les ex-combattants, nous sommes déjà blessés à la langue, nous connaissons le goût du sang. Je leur ai dit, oui, le peuple aussi. Ils ont dit justement, ce peuple qui s'est déjà blessé à la langue, qui connaît le goût du sang, c'est de quoi il s'agit. Et donc, on va comme ça essayer de faire peur aux Congolais en leur faisant miroiter que nous sommes un pays en paix, nous avons gagné la paix, le pouvoir a fait des efforts pour nous ramener la paix au Congo. Et donc, quoi qu'il arrive, on ne doit jamais perdre de vue le fait que le Congo est un pays pacifique. Et donc, à ce titre, il faut accepter tout ce qui se passe, puisque le plus important, c'est la paix. Donc, je vais vous proposer quelques éléments qui tendent à démontrer que non seulement le Congo n'est pas en paix, mais plus encore, il y a des éléments constitutifs aujourd'hui qui montrent que le Congo, c'est plutôt une pagaille, une poudrière à venir, et certainement pas cette paix, en tout cas, c'est ce lieu où on vous dit qu'il y a la paix et que les Congolais vivent très bien, et c'est ce qu'il faut protéger, c'est ce qu'il faut garantir, parce que Sassou serait l'apôtre de la paix. Et d'ailleurs, Sassou I, vers la fin des années 1980, avait coutume de dire la paix des cœurs et la tranquillité des esprits. Mais aujourd'hui, donc, dans notre chronique, nous allons voir si réellement, au Congo, il y a ce qu'on appelle la paix des cœurs et la tranquillité des esprits. Et donc, pour préparer cette chronique, je suis allé regarder un peu, mais lorsqu'on parle de la paix,
de quoi parle-t-on? Parce que très souvent au Congo, on parle des notions, on parle des concepts, on parle des choses, mais on ne va pas toujours, j'allais dire, jusqu'au bout. Il n'y a pas de finalité dans la pensée. La pensée peut aller très loin, mais au moins quand même avoir des éléments constitutifs pour comprendre un peu de quoi on parle. On parle de la paix, on parle de construction de la paix, maintien de la paix, on parle de paix sociale, de cohésion sociale, mais tout ça, à quoi ça rime? Et, si on peut le dire, à quel moment on peut dire que nous sommes un pays en paix? Attention, il faut distinguer ce qu'on appelle la paix dans un pays et, par exemple, des problèmes de criminalité qui relèvent des missions de police. La police est là pour lutter contre la criminalité et garantir la paix. Donc, ce n'est pas parce qu'on a agressé quelqu'un, on a arrêté quelqu'un ou quelqu'un a été tué ou il y a eu des actes de délinquance et de vandalisme qu'on va dire qu'on n'est pas, on n'est pas en paix. Donc, il faut comprendre toutes ces choses-là et se dire, mais du coup, pour notre pays, qu'est-ce qu'on fait et comment on fait? En parlant de paix, alors c'est le mot, le concept ou la notion de paix a connu ses lettres de noblesse, notamment après les deux guerres mondiales. On se souvient de deux guerres mondiales qui étaient des moments de grande tragédie humaine, de grandes catastrophes mondiales. La Première Guerre mondiale a fait environ entre 4 et 6 millions de morts, nous disent les historiens, et surtout la Seconde Guerre mondiale a fait environ 60 millions de morts. Donc, on pourrait imaginer que toute la population française rayée de la carte du monde, dont 20 millions de Russes ou de Soviétiques, et surtout l'Afrique noire qui a payé aussi un lourd tribut, parce que il y a eu des contingents, notamment au niveau de l'empire colonial britannique et de l'empire colonial français, qui ont fait venir des soldats de leur colonie. Et donc l'Afrique noire aussi a quand même payé une facture assez lourde. Donc à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, eh ben, le mot paix, la paix, va connaître ses lettres de noblesse, puisque même s'il y a eu les deux blocs, euh, le bloc soviétique autour du pacte de Varsovie et le bloc capitaliste chapeauté par les États-Unis autour de ce qu'on appelle aujourd'hui l'OTAN, qui est très célèbre parce que bon, il y a eu la guerre, il y a encore cette guerre en Ukraine. Donc vous avez l'Union soviétique qui chapeautait le pacte de Varsovie et les États-Unis d'Amérique qui chapeautait le bloc de l'Ouest autour de ce qu'on va connaître comme l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc l'OTAN ou NATO en anglais. Et donc, ces deux blocs se faisant face vont définir une forme de guerre qu'on va appeler froide, à contrario de la guerre supposée chaude, la Deuxième Guerre mondiale, qui a été assez terrible. Et à côté de ces deux blocs, avec les indépendances, va naître un troisième groupe qu'on va appeler les pays non alignés. Et entre ces groupes-là, bon, il va y avoir un certain équilibre, surtout entre les deux grandes puissances, hein, les États-Unis et l'Union soviétique, avec leurs alliés, sachant que le bloc de non-alignés, mais dans ces pays-là, du bloc de non-alignés, on va quand même utiliser ces pays comme les théâtres des opérations militaires. Donc, on va dire, on est en guerre froide, mais le monde est dans une relative paix, puisqu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale, même si de temps en temps, les deux grandes puissances, les deux blocs vont s'affronter plutôt dans les guerres d'indépendance en Afrique noire ou encore dans des guerres idéologiques en Amérique ou en Asie. Mais n'empêche, on va avoir comme ça, comme une relative paix. Et donc, on va définir la paix comme l'absence de la guerre. Et donc, dès lors que des puissances ne sont pas en guerre militaire, on suppose que ces puissances-là sont en paix. Dans un même pays, s'il n'y a pas de guerre civile, s'il n'y a pas de guerre idéologique, de guerre d'indépendance, on va dire que voilà, nous sommes en paix. Mais sauf que, même dans des pays occidentaux, si je peux dire ça comme ça, on va poser la question de mais la paix, est-ce que c'est seulement l'absence de la guerre? Est-ce que parce qu'on ne se fait pas la guerre militaire, que nous sommes forcément en paix?
on va vite se rendre compte que si on parle de la paix sur le plan international, mais il faut aussi s'interroger sur la paix sur le plan national. Parce que si dans le contexte international, il n'y a pas de grande guerre, mais est-ce que dans le contexte national, il n'y a pas de situation qui ferait que, à l'intérieur du pays, nous n'avons pas la paix qu'il faut, qu'on appellerait la paix sociale. La paix sociale elle-même qui résulterait de ce que les sociologues appellent la cohésion sociale. Parce que pour mouvoir sur le plan international, un pays doit commencer déjà par se constituer sur le plan national. Et il y a une relation intrinsèque entre ce qui se passe dans un pays sur le plan national et son implication sur le plan international. On a bien vu. Il n'y a que les puissances qui, en tout cas les États qui se considèrent plus puissants que les voisins, qui attaquent les voisins. Mais un voisin, même aussi vaste qu'il soit, s'il n'est pas assez fort, eh ben, un pays plus petit à côté, qui est bien structuré, bien constitué et qui a une volonté de pouvoir, de puissance et de projection extérieure, eh ben, ce pays va agresser. Donc, on va aussi s'intéresser sur le plan intérieur, qu'est-ce que la paix? Et je reviens là à notre cœur de sujet, qui concerne donc Denis Sassou Nguesso et son système politique mis en place avec comme rhétorique qui revient tout le temps la paix, la paix, la paix. Alors, sur le plan national, c'est quoi déjà la paix? Qu'est-ce que la paix dans un pays comme le Congo? Mais on peut, par extrapolation, dire qu'est-ce que la paix en Chine? Qu'est-ce que la paix en Russie? Qu'est-ce que la paix aux États-Unis, au Japon, en France, en Allemagne, dans tous les pays du monde? Lorsqu'on parle de la paix sur le plan intérieur, de quoi on parle? On parle essentiellement de deux choses. On parle de la paix sociale et de la cohésion sociale. La paix est au cœur de tout ce que nous faisons à l'Organisation des Nations Unies. Et nous savons que la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre. Ce sont des sociétés résilientes et stables, où chacune et chacun jouit des libertés fondamentales et s'épanouit au lieu de devoir lutter pour satisfaire ses besoins élémentaires. Aujourd'hui, la paix est confrontée à un nouveau danger, l'urgence climatique, qui menace notre sécurité, nos moyens de subsistance et notre vie. C'est pourquoi cette année, la Journée internationale de la paix sera placée sous le thème de l'action climatique. C'est aussi pourquoi j'ai convoqué un sommet Action Climat. Il s'agit d'une crise mondiale. Ce n'est qu'en unissant nos efforts que nous pourrons faire de notre planète, la seule que nous ayons, un lieu de paix, de prospérité et de sécurité pour nous et pour les générations à venir. En cette journée internationale de la paix, je demande vivement à chacune et à chacun d'entre vous de prendre des mesures concrètes pour lutter contre les changements climatiques et d'exiger de vos dirigeants qu'ils en fassent de même. Nous pouvons et nous devons gagner cette lutte. Allons regarder, allons voyager. Je vous invite à voyager. Tout en m'écoutant, en me suivant, il faut visualiser la vie au Congo, Brazzaville. Peu importe le lieu, de Bétou à Pointe-Noire, de Djambala à Sibiti, partout au Congo, partout où vous êtes, vous qui me suivez, écoutez-moi, écoutez ce que je suis en train de dire, mais dans le même temps, faites des rapprochements, des raccourcis avec ce qui se passe dans notre pays pour voir si réellement nous sommes dans la paix sociale, nous sommes dans la quiétude sociale et nous sommes dans la cohésion sociale. Alors, je vous dis encore, on met de côté la criminalité, le banditisme, les faits sociaux. Les faits sociaux ne viennent pas remettre en question le fait qu'une société soit ou non dans la paix sociale ou dans la cohésion sociale. De toute façon, la perfection n'existe pas. Même les pays les plus en paix sociale, vous aurez toujours des criminels, des brigands, des délinquants. La délinquance sociale, c'est un fait de société, peu importe le lieu où on se trouve. Mais globalement, il y a des éléments qui viennent montrer que là, on a quand même la paix sociale, mais là, non, il n'y a pas de paix sociale
là, il y a quand même la cohésion sociale. Et là, non, on peut penser qu'il n'y a pas de cohésion sociale. Pour ne pas perdre du temps, le premier élément qu'on peut voir qui soit constitutif d'une construction, parce que la paix sociale et la cohésion sociale ne vont pas de soi. On ne tombe pas du ciel comme ça. 15 août 1960, le Congo devient indépendant et on décrète, on a la paix sociale et on a la cohésion sociale. Ah non, il y a déjà la relation entre l'État et la population. La question des institutions que nous allons construire pour gérer notre pays, que ce soit nous, pays indépendants après la colonisation, que ce soit des pays comme la France, l'Allemagne et l'Angleterre, qui sont passés par certaines évolutions qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, notamment la construction de l'État-nation, l'État-nation monarchique, le dépassement de l'État-nation, la Révolution française, qui crée des institutions, qui commencent à créer des institutions modernes. On abolit la royauté, on abolit les privilèges liés à la noblesse et à la royauté, on commence à construire la République des citoyens avec les droits et les devoirs. Et donc, tout ça, c'est une construction, ça ne tombe pas du ciel. Mais nous, en tant que République du Congo, lorsqu'on devient indépendant, quelles sont les institutions que nous avons construites? Le Parlement, le gouvernement, la justice. On construit les ministères, on construit les préfectures, les régions, qui aujourd'hui sont les départements. Et tout ça, ça va être des institutions qui vont donc régir nos vies, qui vont gérer nos vies à nous. Mais nous, population congolaise, ce sont des institutions de type moderne, émanation d'une évolution sociale en Occident et qu'on a, comment on appelle ça, qu'on a transporté partout dans le monde, dans tous les continents du monde. Et donc, ces modèles-là, comment nous allons apprendre à les utiliser, à les manipuler au quotidien pour que ces institutions soient au service de nos vies, de la population. Rappelez-vous, je vous ai toujours dit, l'État, c'est le lieu d'expression et de protection des intérêts collectifs, de toute la collectivité. Et l'État ne met les règles que pour la collectivité et non pas pour chaque individu. Et donc, dès lors, qu'est-ce que nous allons nous dire comme contrat social pour construire une société de cohésion sociale et de paix sociale? Nous allons commencer par l'éducation. L'éducation est la notion mère ou le concept principal dès lors qu'on parle du contrat social, de paix sociale, de stabilité sociale, de cohésion sociale. Parce que c'est par l'école qu'on va donner les repères à chaque citoyen. D'où, dans tous les pays du monde, allez vérifier, l'école est obligatoire dès l'âge de 3 ans, 4 ans pour l'école maternelle, 6 ans, 7 ans pour l'école primaire, au moins jusqu'à 16 ans. L'école est obligatoire. Pourquoi? Mais parce que c'est dans ce lieu unique qu'on appelle l'école que l'État construit ses citoyens. En dehors de l'école, il n'y a pas 36 000 lieux où l'État, qu'il soit chinois, américain, français, russe, ukrainien, chilien, congolais, gabonais, sud-africain, algérien, tunisien, il n'y a pas 36 000 lieux où l'État peut construire ses citoyens. C'est l'école. Au Moyen-Âge, comme c'est la religion qui primait un peu partout, le lieu, c'était l'église. Et les écoles étaient contrôlées par les églises. Mais dès lors que l'État, la République, a dit c'est moi qui dirige et c'est moi qui construis mes citoyens, eh bien, dans presque tous les pays du monde, les États ont construit leurs écoles indépendamment des écoles appartenant à telle ou telle religion. Et quand bien même, dans des pays notamment catholiques et protestants, dès lors que vous avez une école religieuse, les programmes de base restent les programmes de l'éducation nationale, complétés par ce que chaque église catholique ou protestante veut compléter comme savoir religieux pour ses élèves ou ses étudiants. Mais les programmes de base
restent les programmes de l'éducation nationale parce que ce sont d'abord et avant tout des citoyens de la République, de la nation, de l'État, avant d'être membres de telle ou telle religion. Ça, c'est vraiment fondamental. Ça, c'est vraiment fondamental de comprendre. Lorsqu'on parle de la paix, donc, dans une société, on peut parler d'un état d'accord entre les citoyens, entre les groupes sociaux, qui décident sur le territoire, sur le périmètre national, de vivre ensemble sans se faire la guerre. L'exclusion. L'exclusion sociale, c'est la marginalisation, la mise à l'écart d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison d'un éloignement trop grand avec le mode de vie dominant dans la société. Elle est parfois volontaire, mais le plus souvent, elle est subie. C'est pas cool ça, l'exclusion. Alors progressivement, on a inventé des lois, des aides spécifiques pour toutes ces personnes-là. Résultat, en leur reconnaissant un statut spécial hors norme, on les... Et donc, on ne sera plus en paix. La paix suppose déjà qu'il y ait absence des troubles sociaux entre les différents groupes. Que ce soit entre ceux qui ont le patronat et ceux qui n'ont pas, la classe ouvrière ou la classe prolétarienne. Je ne veux pas aller loin, m'étendre sur les théories marxistes et les autres. Mais ça, c'est très, très, très fondamental de se mettre d'accord. Et le lieu où on va commencer à préparer les citoyens à cet exercice, c'est déjà l'école. Or, quelle est la situation de l'école aujourd'hui au Congo? Nous avons eu la rentrée scolaire. On a tous vu la rentrée scolaire au Congo. Et nous avons tous appris par les médias que la rentrée scolaire en octobre a été catastrophique. Catastrophique pourquoi? Parce que dans beaucoup d'écoles, beaucoup d'enfants ne se sont pas présentés parce que les parents manquent de moyens pour préparer la rentrée scolaire et ça a été un vrai fiasco. Les amis, il est 9h05. On est aujourd'hui lundi quand? Le 11 novembre. Cet enfant est censé être à l'école. Je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Cet enfant est censé être à l'école, alors nous parlons. Maintenant, il revient me trouver que Babé Bingisienne. Pourquoi? Parce qu'au départ, on avait d'abord demandé, il fait le CEF, hein, j'ai envie de préciser. On avait d'abord demandé photocopie, il y a acte de naissance en couleur. Il y a même comme dire il photocopie acte de naissance à PMB. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que tout le monde en gagne ça. C'est que c'est pas yand. Bah dossier que bah dossier yand. C'est un côté bah dossier italien mosquée salvé c'est, mais c'est une école publique en plus. Bah que basis moi nangan. Est-ce que c'est comme ça? Et bah ban ming na basa nangan. Hein? Moi bah tété. Normalement en situation d'urgence, mesure d'urgence. Il y a que ba famille façon ba famille à kaka 10 000 man a demandé qui va demander même 5 000. Donc l'État congolais qui n'a pas crié ne c'est pas qui n'a crié qui est vraiment. Bah n'a demandé que 10 000 n'a pas acte de naissance. Mais mes parents qui étaient mais pourquoi mettre les enfants dehors? C'est ça le problème. Pourquoi mettre les enfants dehors? C'est que c'est pas bao. Bah dossier que bah dossier à bao. Bah même puisque c'est une école publique, ça veut dire qu'ils ont un droit. C'est un droit. C'est un droit pour un enfant congolais d'aller à l'école. C'est un droit. Qui puisait dans une école publique. Bah va là-bas dans l'école, si va côté tu veux un dossier. Il y avait tel bas, ça veut pas, c'est pas tel bas, mais les gars, tout là, vraiment, on est fatigué quoi. Congolais, aidez-moi à partager ma main. Je sais qu'il y a des enseignants qui me voient. Arrêtez ça. Arrêtez ça, vraiment. Arrêtez ça. Finalement, on n'a plus le droit à rien. Surtout quand je sais que cet argent-là n'ira même pas dans les caisses de l'État. Oh. Et d'ailleurs, ce fiasco, ce n'est pas le fait du hasard. C'est un fiasco organisé. Mais organisé par qui? Mais par le premier qui devrait sécuriser l'éducation nationale au Congo. Et il le dit lui-même. Denis Sassou Nguesso dit lui-même que nous avons pris la décision de détruire l'école. Je vous laisse regarder la vidéo de Denis Sassou Nguesso. Arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où
nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on apprend? Denis Sassou Nguesso, qui se dit président de la République, dit aux Congolais, et là, il est sur une chaîne française où il répond en disant « Le Congo a été le pays le plus scolarisé du monde. On a atteint des niveaux de scolarité, en tout cas pratiquement de 100% à l'école primaire. On a été le pays le plus scolarisé du monde. Et le président de la République, il dit après on a pris la décision de tout détruire. C'est quand même grave. Alors, puisqu'il a pris la décision de tout détruire, comment pouvez-vous être étonné que le 1er octobre 2024, dans une école comme on l'a vu dans les médias à Moutabala, sur 800 élèves, 7 seulement se sont présentés à l'école. Mais évidemment, c'est le projet de Denis Sassou Nguesso, de détruire l'école. Alors, puisqu'il détruit l'école, mais dites-moi, par quel mécanisme vous allez construire les citoyens pour vivre dans la paix sociale et dans la cohésion sociale? Et par la suite, et donc, quand il le dit, ça fait plusieurs années, cette vidéo. Cette vidéo, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est une vidéo qui date de plusieurs années. Et si vous prenez l'époque où Sassou a commencé à détruire l'école et aujourd'hui, vous essayez de calculer l'âge des jeunes, eh bien, c'est l'équivalent des bébés noirs aujourd'hui. Les bébés noirs qui sont devenus une véritable plaie pour notre pays. Et donc, sur le plan sociologique, les bébés noirs, c'est une construction et un résultat, une conséquence du comportement irresponsable de Denis Sassou Nguesso et de tout son pouvoir. Il le dit lui-même, vous venez de l'entendre. Ce n'est pas une vidéo montée par l'intelligence artificielle. Et de toute façon, à l'époque, quand Sassou le dit, l'intelligence artificielle n'est pas à ce niveau-là. Donc, ce sont ses propos à lui. Il doit en répondre devant le peuple congolais. Comment pouvez-vous parler d'une société de paix alors même que, il y a 20 ans, vous avez préparé le nécessaire, les ingrédients pour que 20 ans après, le Congo soit une société instable, une société en crise avec des lourdes menaces à la paix sociale et à la cohésion sociale. Donc, une fois que l'école n'existe pas, vous avez déjà une société qui n'est pas vraiment en paix, même s'il n'y a pas de guerre. Nous sommes une société en transition. Est-ce que nous irons vers une société pacifique? Tout dépend de nous. Mais nous pouvons aussi basculer vers une société de criminalité et de désordre généralisé si on ne corrige pas cette trajectoire qu'on a prise de détruire l'école congolaise. Donc, il y a matière aujourd'hui à remettre l'école en place, à avoir des gros budgets pour remettre l'éducation nationale sur rail et que tous les enfants congolais repartent à l'école parce que la croissance démographique, nous n'allons pas l'éviter, le freiner. La croissance démographique va continuer et donc nous aurons de plus en plus des enfants non scolarisés, non éduqués, qui ne savent pas trop qu'est-ce qu'on attend d'eux et qui vont comme ça dans les rues menacer la quiétude des Congolais. Mais ce sont d'abord des enfants victimes. Quand je vous parle des bébés noirs, en tant que maître des sciences sociales, je vous parle des victimes d'un système. Les bébés noirs sont victimes du système mis en place par Denis Sassou Nguesso. Après l'école, qu'est-ce qui fait qu'une société est menacée dans sa paix sociale? Mais c'est l'absence de l'emploi. Une société en crise permanente. Chaque année, des budgets sont votés avec des excédents incommensurables de 300 à 500 milliards. Nous avons encore Sassou qui nous doit 14 000 milliards qui doit nous rendre un jour. Et il n'y a pas d'emploi. Pas d'emploi, pas de perspective,
pas de rêve. Un Congolais ne peut pas rêver de dire, voilà, je vais faire telle scolarité, telle université, telle école de formation professionnelle, telle école de commerce, parce que voilà mon projet. Tout est bloqué, tout est fermé. Qui mine la jeunesse, surtout que c'est l'année de la jeunesse. Le gouvernement a promis 100 000 emplois. Ça sera une occasion aux membres du Conseil qui seront présents dans cette salle de rappeler au chef de l'État, nous attendons les 100 000 emplois. Parce que nous savons que le chômage mine la couche juvénile. Et effectivement, nous avons le problème de l'incivisme, le problème du Kuluna. On se sent en insécurité, nous, la jeunesse. Mais qu'est-ce que le gouvernement a prévu? Ça sera aussi une occasion de ne pas seulement parler du chômage et de parler de l'incivisme, de ce phénomène bébé noir. Les jeunes ont été laissés de côté pendant trop longtemps. Tout est empêché. Mais dès lors que tout est empêché, comment voulez-vous que les gens soient dans la paix sociale, dans la quiétude, dans la tranquillité intérieure? Parce qu'à l'intérieur de chaque Congolais, ça bouillonne. Ça travaille. L'esprit n'est pas à l'aise. Ventre affamé n'a point d'oreille. Tous les jours, le Congolais cherche des stratégies pour survivre. Quand on était jeune, c'est de l'autre côté, Pépé Calé nous chantait l'article 15, débrouillez-vous pour vivre. Mais nous y sommes, nous, au Congo. À l'époque, au Congo-Brazzaville, ça nous faisait sourire, mais parce que, à l'époque, un Congolais pouvait avoir une trajectoire, pouvait faire un projet pour sa vie. Et d'ailleurs, c'est Cosmos Montouari qui a chanté les étapes de la vie. Première étape, il y a la vie et yeni ya liboso. Mwana komi koye kolai. Baboti bakomi kolanda évolution na ye moke moke. Cosmos l'a chanté. Deuxième étape de la vie, l'enfant commence à travailler et voilà. Et donc, on avait cette trajectoire de vie, cette vision de vie au Congo. Et là, on pouvait dire qu'on était dans une société de paix parce qu'il n'y avait pas d'inquiétude. Mais puisqu'on a tout détruit, on a tout détruit, on a tout cassé, alors comment pouvez-vous croire que nous sommes toujours cette société de paix alors qu'il y a ces genres de menaces? Le travail nous apporte quoi? Le bien-être. Nous apporte les moyens de vivre, de faire face à nos responsabilités en tant que parents, hommes ou femmes, père et mère. Et donc, le travail faisait qu'on pouvait vivre en cohésion avec les autres. Mais c'est quoi la cohésion sociale pour la plupart des sociologues? Les sociologues vous diront que la cohésion sociale, c'est pour un État la capacité, écoutez-moi bien, la capacité d'assurer le bien-être de tous ses membres et de faire de sorte que, en assurant ce bien-être, qu'on puisse réduire les disparités entre les membres et surtout la marginalisation d'une partie de la population. Là, il y a une cohésion. Les Kamba Dondo diront yeto na yeto, biso na biso. Eh bien, on vit ensemble. Je quitte Bétou, je peux aller travailler à Pointe-Noire, je suis chez moi, je suis tranquille. Quand on me dit, ah mais tu es qui? Je suis Congolais, je suis Congolaise. Et on se définit d'abord comme le Congolais, avant de dire que je suis Bomi Taba, je suis Bembe, je suis Mboshi, je suis Congo, je suis Kuni, je suis Hangala, je suis Kouyou, je suis Teke. Eh bien, lorsque vous avez une scolarité qui a rempli ses missions, la mission de l'éducation nationale, lorsque vous avez le projet professionnel, les politiques professionnelles qui remplissent leur mission, vous atteignez donc la cohésion sociale qui fait que tout Congolais qui se déplace, il quitte Oyo, Owando pour aller travailler à Dolisie, il quitte Dolisie pour aller travailler à Sibiti ou à Komono ou à Djambala, ou il quitte Djambala pour aller travailler à Liranga ou à Wisso, il est toujours chez lui. Nous sommes dans ce qu'on appelle, une fois de plus en sociologie, une société intégrée. L'intégration sociale, ce n'est pas l'intégration des étrangers. Et d'ailleurs, c'est la grosse erreur des Africains en général quand on parle de l'intégration sociale en France, par exemple, ou aux États-Unis. L'intégration sociale, les politiques intégratives, ce sont d'abord des politiques qui concernent les nationaux. Est-ce qu'un Congolais est intégré dans sa société au Congo? C'est-à-dire, lorsqu'il a un enfant, est-ce que toute famille congolaise, de la ville comme de la campagne,
de la ville comme du village, peut définir un projet d'avenir pour son enfant. Mon enfant sera militaire, mon enfant sera pompier, mon enfant sera maçon, mon enfant sera docteur, mon enfant sera ingénieur. Et que la société donne à chaque individu les moyens d'accomplir son projet, sauf accident de la vie. Ça arrive, maladie, handicap, ça arrive. Mais même ça, l'État, c'est sa fonction d'anticiper ce genre de choses. Que si un citoyen se retrouve en situation de précarité, de handicap ou d'être empêché de réaliser son projet, quelles sont les politiques sociales qu'on met en place pour protéger les citoyens et permettre malgré tout qu'ils aillent vers leur projet. Après, l'homme propose, Dieu dispose. Mais l'État met en place les moyens nécessaires à travers les politiques sociales de protection des minorités, des plus fragiles, mais aussi les politiques publiques de création d'emplois, de financement des projets individuels ou collectifs vers l'emploi. Donc, lorsque l'intégration sociale est faite, lorsqu'il y a une cohésion entre les citoyens, entre les populations, entre les membres d'une société, et que l'État a mis en place des politiques publiques et sociales pour éviter la marginalisation d'une partie de la population, à ce moment-là, donc lorsque l'État joue son rôle en tant que le grand intégrateur, en tant que celui qui prend chacun de ses membres et accompagne et la famille et chacun de ses membres dans le projet de vie qu'il est en train de construire et fait l'effort de gommer tout ce qui pourrait apporter de la marginalisation, là, vous venez d'avoir une société de paix sociale et une société de cohésion sociale parce que les trajectoires sont claires et que celui qui échoue à l'école primaire, celui qui échoue au collège, celui qui échoue au lycée, l'État a prévu des voies de sortie. Tu as échoué au collège parce que tu n'as pas eu de moyens, de chances et tout, ce n'est pas grave. L'État a mis en place un service qui accompagne les jeunes à partir de 16 ans dans des formations professionnelles et l'État met en place des politiques publiques incitant donc les entreprises à embaucher les gens à différents niveaux. Dans la chronique précédente, quand je critiquais le fait que le Premier ministre va chercher des commerçants ouest-africains pour embaucher les jeunes, j'ai donné des pistes où on doit décider, c'est comme ça partout dans le monde, que les petits boulots sont réservés aux nationaux. Nos enfants, nos petits-enfants, nos neveux, nos nièces qui sortent du système éducatif au collège et au lycée peuvent être orientés dans des formations professionnelles, et bien ce sont eux qui seront embauchés dans des entreprises en priorité dès lors qu'on fera de l'investissement pour construire les infrastructures, construire les hôpitaux, installer, semble-t-il, la 5G. J'ai vu toute une publicité inutile autour de la 5G, qui c'est encore du vent qu'on va nous vendre. Donc, voilà des mécanismes par lesquels on peut travailler pour qu'il y ait la paix sociale et la cohésion sociale. Or, qu'est-ce qui se passe chez nous? Vous voyez que chez nous, le pouvoir fait tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de paix sociale et de cohésion sociale et que nous risquons, et on n'a pas le choix, on y va tout droit vers des révolutions sociales telles que ça s'est passé en Tunisie et en Égypte, qu'on a qualifié les printemps arabes. Les printemps arabes, et en Égypte, il y a souvent eu des révoltes à cause de la faim, la famine. Dans beaucoup de pays du monde, la famine a créé des troubles sociaux qui ont été des menaces réelles à la paix sociale et à la cohésion sociale. Le printemps arabe est né ici. 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi s'immole par le feu à Sidi Bouzid pour dénoncer la confiscation de sa charrette de fruits et légumes par la police. Un acte désespéré qui embrase vite tout le pays. Emmenés par la jeunesse, les Tunisiens se soulèvent contre leur président Zine El Abidine Ben Ali et son régime autoritaire en place depuis 24 ans, responsable selon eux du chômage, de la corruption et des violences policières. Le 14 janvier 2011, la rue triomphe. Ben Ali s'enfuit vers l'Arabie Saoudite. La révolution est en marche. Avec elle, une soif inédite de liberté et de démocratie.
Pour passer d'une dictature à une démocratie, il faut une période difficile. Au moins qu'ils ne soient pas morts et blessés pour rien. Qu'est-ce qui se passe au Congo-Brazzaville? Je veux vous montrer une série de choses. Dites-moi si à la fin, le pouvoir peut nous ramener la paix sociale ou la cohésion sociale, c'est-à-dire créer une société où chacun peut rêver l'avenir qu'il lui faut. Regardez cette vidéo des jeunes du PCT et on en reparle après. Vu mais attends, veuillez m'excuser. Vu Finir, la marche va démarrer où et ce sera à quelle heure? La marche va démarrer au niveau. La marche va démarrer. La marche va démarrer. La marche va démarrer. Au CCF, à la case de Gaulle? La case de Gaulle, exactement. Merci pour le rappel. La marche va démarrer à la case de Gaulle et nous allons suivre le trajectoire en passant par. On passe par. Tout le centre. On part par. Non, en passant par. En passant. En passant par. Ça va venir. Et ce sera à quelle heure? Les femmes doivent se retrouver à la case de Gaulle à quelle heure? Les femmes vont se retrouver à la case de Gaulle à partir de 7h30. Et nous allons emprunter l'itinéraire de. Nous allons emprunter l'itinéraire. Bon, voilà, le message est lancé. Les femmes sont attendues massivement dimanche 24 novembre à la case de Gaulle pour lutter efficacement contre les violences faites à la femme. La fin de cette session d'information. Dans les deux vidéos que vous venez de voir, vous avez vu deux jeunes membres influents, semble-t-il, du PCT, futurs dirigeants du Congo, qui ne peuvent pas faire une seule phrase. La phrase commence par vu, mami. Voilà les cadres que le PCT vous propose pour diriger le pays. Le deuxième, il est à la télé, journal officiel de 20h. Excusez-moi, le journal de 20h, c'est une institution, sachez-le. Dans tous les pays du monde, je vous dis bien, dans tous les pays du monde, vous avez à 20h le journal. Mettez toutes les chaînes du monde. À 20h, vous avez un journal. Et c'est le journal le plus officiel. Et les journalistes aux États-Unis, en Chine, en France, au Congo, en Afrique, qui officient le journal de 20h, on suppose que c'est la sommité du journalisme. Or, en plein journal de 20h, voilà ce que la République du Congo nous sert comme soupe. Un jeune du PCT qui vient et qui n'est même pas capable de faire une phrase simple. Sujet, verbe, complément. Niveau CM1. Sujet, verbe, complément. J'exagère même, c'est CE2 peut-être ou CE1. Voilà des gens qui nous dirigent. À l'image de qui? De Denis Sassou Nguesso. Et le ministre Ibombo vous dira, moi je n'ai pas de vision, c'est Denis Sassou Nguesso qui a la vision. Nous, on est à son service pour matérialiser la vision de Sassou. Avec ce genre de personnes. Super, il est là. Vous marcherez. C'est la vision. Tout ce qu'on fait, c'est sa vision. Voilà. Ça n'a jamais été la vision d'Ibombo. C'est la vision du ministre, du président Denis Sassou Nguesso de la République. Ibombo n'a pas de vision. Il n'en a jamais eu une. C'est lui qui a la vision et nous on est là, on se bat pour matérialiser la vision du chef. Très bien. Félicitations, merci, monsieur le ministre. Avec ce genre de personnes incapables d'aligner une phrase simple, sujet, verbe, complément. Et vous êtes étonné que le Congo se trouve dans cet état. Est-ce que ces gens, demain, au poste de directeur, de préfet, de ministre, premier ministre, peut-être même président de la République après Sassou, comment voulez-vous que eux, qu'ils puissent penser
la paix sociale, la cohésion sociale et mettre en place les mécanismes pour y arriver en sécurisant l'éducation nationale, en créant de l'emploi, en mettant en place une bonne politique de retraite et en gérant correctement les institutions de notre pays. Comment ils vont faire? Aujourd'hui, ces gens vont arriver à la tête de nos institutions. Pourquoi? Mais parce que les mécanismes de recrutement au Congo sont biaisés. Écoutez ce que dit ce professeur. Dans les conditions où on a été nommé, c'est dans ces conditions qu'on travaille. La médiocrité a été érigée en système au Congo depuis des années. Donc, on ne prend pas les cadres au mérite, on les prend sous condition. J'ai eu la chance de coordonner 2 études du Conseil consultatif de la femme en 2022, 2 études sur l'émancipation de la femme et la promotion politico-administrative de la femme. Nous sommes arrivés à la conclusion qui montait à 4 critères au Congo depuis l'indépendance, puisqu'il y a le livre de Emmanuel Okamba, Gouvernance et Société, où il a repris tous les décrets de nomination au gouvernement depuis 1968 jusqu'à 2010. Je suis allé au journal officiel, j'ai pris les décrets de nomination de 2010 à 2023. Donc, sur la base de ce corpus, alors, nous avons mis en évidence que au Congo, pour être nommé politico-administrativement, il y a 4 critères. Le premier critère, c'est de faire partie de la famille biologique du chef de l'État, du Premier ministre ou du ministre. Deuxième critère, c'est de faire partie de la famille politique du chef de l'État. Troisième critère, c'est de faire partie, de passer par le canapé, comme on dit. Dernier critère, c'est de faire partie de l'association du soir. Regardez sur tous les cadres qui sont nommés, à peu près 98% passent sur l'un de ces critères. Et puisqu'on arrive sous ces critères-là, au niveau du service, on n'attend pas le meilleur de vous. On n'attend pas la performance. On attend la fidélité. Et parce que les cadres sont nommés dans ces conditions, depuis Madame Pauline Iyonza, qu'on a nommée au CNR le 5 août 1968, c'est mon année de naissance, puisqu'on est nommé dans ces conditions, le contrôle n'est pas possible. La redevabilité aussi, on s'attend pas à ce que vous expliquez. Le contrôle n'étant pas possible, c'est ça là qui bloque le pays. Et ça fait que quand un cadre est nommé ministre, dans ces conditions-là, le commencement et la fin coïncident, nous avons le blocage auquel nous assistons. C'est pour ça qu'il faut qu'on chamboule la médiocrité qui est institutionnalisée pour qu'on retrouve des conditions de promotion au mérite, mais avec transparence. J'avais publié Idée directrice en 2006 et je proposais là-bas que pour ce genre de formalité d'importance nationale, que tout se fasse devant les médias. Par exemple, il y a un appel d'offres pour tel poste. Bon, les gars ont postulé dans la salle devant les médias. Le jury siège là. On décompte 1 à 1. Mais tout ce qui se fait dans 4 petits murs d'un bureau, c'est un complot contre la République. Vous venez de suivre ce professeur qui explique très bien comment, au Congo, les gens sont recrutés. Et depuis 2010, à peu près, voilà comment les gens sont recrutés. Affinité avec la famille biologique du président. Être membre du PCT. Famille du président, ministre et autres. Être membre du PCT, et puis la promotion canapé, vous avez le résultat. Voilà le Congo d'aujourd'hui et on nous sert des promesses. On nous sert des promesses. Or, avec ces gens, il n'y a aucun espoir. Ça ne sert à rien de penser qu'il y a de l'espoir au Congo avec le PCT, avec ce que le PCT a mis en place et avec ce système de gangstérisme. Mais le Congo est en paix, ok? Mais quelles sont les vraies menaces à la paix? Je vous ai parlé de ces médiocrités qu'on est en train de nous proposer à la tête de nos pays, de notre pays. On leur tend même le micro. On a même le courage de les tendre les micros et même de les inviter au journal de 20 heures comme pour bien vous sensibiliser, vous informer, vous dire, sachez-le aujourd'hui à quelle sauce vous les Congolais vous allez être mangés. Demain,
quelles sont les réelles menaces. Ce n'est plus seulement la médiocrité de Sassou. Je vous ai déjà dit, on est en train de fabriquer une société de délinquance puisque les enfants ne sont pas scolarisés. Mais nous avons toujours oublié une vraie menace et je suis quand même celui qui le dénonce tout le temps. Une vraie menace vient du fait qu'on a détruit le département du Poul et au Poul, il n'y a pratiquement plus d'écoles, plus d'institutions. Les dernières élections législatives, combien de Congolais se rappellent qu'il n'y a pas eu d'élection dans beaucoup de circonscriptions dans le Poul, si ce n'est pas dans tout le département du Poul? On a reconduit les députés du Poul. Donc, il n'y a pas eu d'élection, mais parce qu'on vous fait croire qu'il y a une administration dans le département du Poul, mais c'est faux. S'il y a des administrations, si l'administration d'État est présente dans le Poul, pourquoi il n'y a pas eu d'élection législative à la dernière élection? Donc, ça, c'est une menace à la paix. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans les contrées qui ont été bombardées dans le Poul? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qui habite là-bas? Comment vivent les gens? De quoi vivent-ils? Est-ce que ces gens-là comprennent qu'ils sont Congolais? Qu'ils sont encore dans les 342 000 km²? Deuxième sujet, quand on parle de la paix sociale, dans la paix de notre pays, dites-moi, qui est allé voir nos parents, nos enfants, nos frères, nos amis, bref, nos citoyens, le long de Lubangui? Lubangui est en train d'avaler le département de la Likwala avec la bénédiction de Sassou Nguesso et de son pouvoir. Au moment où je vous parle, nous sommes aujourd'hui déjà avec précocité. Lubangui est en train de déborder nos communes, nos villages dans la Likwala et que les populations sont totalement désemparées. Mais peut-on parler d'un pays en paix lorsque vous avez des départements comme ça qui sont ignorés, qui sont abandonnés à eux-mêmes et que les gens se débrouillent comme ils peuvent? Allez voir l'hôpital de Bétou. Allez voir comment les gens vivent dans la Likwala et une partie de la cuvette. Moussaka, les gens sont dans l'eau tout le temps. Comment on peut avoir le culot de venir célébrer la 5G, dépenser tout cet argent dans des événements totalement inutiles, alors même que une bonne partie de notre pays est en train d'être avalée par les conséquences du réchauffement climatique, par la montée des eaux. Il y a de plus en plus de pluie. Je vous laisse voir ces quelques vidéos des inondations, mais les vidéos que vous connaissez déjà, des inondations au Congo, et on en reparle. Des petits commentaires. Ici, nous sommes sur l'avenue de l'église chapelle de vainqueurs à Tchali, mais c'est un chaos. C'est inondé d'eau. C'est impossible de traverser pour les piétons, pour les véhicules encore pire. Ah ouais, c'est ma Samuni huko kusema makoto. Ni samuni huko kusema makoto. Baturia batele kani. Yegi ndo kide. Yaba mambo tutaka na kini no. Mani. Hawa telefoni kwa. Tunakana kuni bana soza tala. Kaza soza na bibi. Yaba da kikoto. Papa beto ko. Never mind, let's
Vous venez de voir ces vidéos, qu'il s'agisse de la partie nord du pays, comme je vous le dis, avec la Likwala, où il y a un réel problème, il faut vite intervenir, mais aussi les villes de Pointe-Noire et de Brazzaville. Or, certains me diront dans les commentaires que même en France, même aux États-Unis, au Brésil, partout, il y a des inondations. C'est vrai. Mais la différence, c'est que chez nous, vous entendez bien ce que disent les Congolais, il n'y a pas de canalisation, il n'y a pas d'infrastructure. Ailleurs, c'est parce qu'il y a réellement des débordements. Or, quand on voit le niveau d'eau des inondations à Pointe-Noire et à Brazzaville, on peut faire l'hypothèse que s'il y a des canalisations, évidemment, les inondations ne seraient pas de cette ampleur. Donc, commençons par avoir des infrastructures correctes, commençons par avoir des vraies politiques d'aménagement du territoire et on verra. Or, le prétexte que les gens prennent, le raccourci, c'est de dire, mais partout c'est comme ça, partout il y a des inondations, même en Europe, aux États-Unis, en Chine. Oui, mais ailleurs, il y a une protection civile, il y a des pompiers qui interviennent, il y a quand même des recherches de solutions. Mais chez nous, c'est le vide total des institutions de l'État. On a vu nulle part les pompiers secourir les gens dans la Likwala. On a vu nulle part la défense civile intervenir dans la Likwala, dans la misère où les gens se retrouvent. Même à Brazzaville et Pointe-Noire, vous ne voyez nulle part les pompiers venir au secours des populations qui souffrent. Aujourd'hui, quand il pleut à Brazzaville et à Pointe-Noire, les gens ne peuvent plus sortir de chez eux. Pour certains, vous avez suivi comme moi l'échec de la COP en Azerbaïdjan, où s'est rendu Sassou. Mais ce serait bien qu'au retour de cette COP, que Sassou explique aux gens quel a été son impact, quelle a été son intervention. Lui, semble-t-il, le grand Manitou de la paix. Pourquoi Azerbaïdjan a échoué? Mais parce que aucun pays, aucun État n'est responsable d'un autre État. On a vu ça nulle part. Cette définition n'existe dans aucun document de droit international. La France n'est pas responsable de la misère du Congo. Les États-Unis ne sont pas responsables de la misère de l'Afrique. Quand bien même qu'on accuserait ces pays-là d'être les pays qui ont plus pollué, mais mes chers compatriotes congolais de Brazzaville, j'ai envie de vous dire que le problème du système international, c'est aussi une grosse arnaque. L'Europe, les États-Unis, la Chine, ces puissances polluent pourquoi? Mais pour se développer, pour créer de l'emploi chez eux, pour apporter du bien-être à leur population. Mais qu'est-ce qui empêche Denis Sassou Nguesso de polluer pour aussi apporter le bien-être au Congo? Sassou peut exploiter le pétrole pour améliorer la vie des Congolais, et c'est ce qu'il fait. Il exploite le pétrole, mais c'est pour son propre intérêt. Donc, quand on critique les Chinois de polluer, moi je n'encourage pas la Chine à polluer. Attention, mon propos, ce n'est pas ça. Mais quand on critique la Chine, les États-Unis, l'Europe, que ce sont eux les responsables de la pollution, oui, mais c'est pour le bien-être de leur population. Donc, personne n'a empêché le Congo d'exploiter ces matières premières, qu'il s'agisse des matières premières fossiles, pour son développement. Personne n'a interdit le Congo. Mais pourquoi le Congo ne le fait pas? Au lieu d'aller pleurer en Azerbaïdjan ou dans les COP à gauche à droite, le problème du Congo, c'est d'utiliser ces 14 000 milliards pour améliorer la vie des Congolais. Le problème de Sassou et de l'État congolais, c'est d'utiliser les budgets de l'État, les finances publiques pour notre développement. Parce que notre pauvreté est la réelle menace à la paix aujourd'hui. Notre misère, c'est une menace à la paix. On ne peut pas parler de la paix avec un peuple misérable. Un peuple qui est dans la souffrance, qui n'a pas d'hôpitaux, qui est malade, il y a trop de morts, il n'y a pas d'école. Non, le contexte n'est pas favorable à la paix. Et d'ailleurs, en préparant la chronique, j'ai retrouvé un discours de Dominique Strauss-Kahn. Je crois qu'il fait un discours en octobre, le 23 octobre 2009, lorsqu'il est directeur du FMI, lorsqu'il est directeur général du FMI.
et Dominique Strauss-Kahn fait le lien intrinsèque qui existe entre la paix et la croissance économique. Qu'est-ce que Dominique Strauss-Kahn dit? Vous pouvez retrouver l'article sur Internet qui s'intitule « Stabilité économique, coopération économique et paix. Le rôle du FMI, une allocution de Dominique Strauss-Kahn ». Qu'est-ce que Dominique Strauss-Kahn nous dit? Il dit « La paix est indispensable au commerce, à une croissance économique soutenue et à la prospérité. À leur tour, la stabilité économique et une prospérité croissante, largement partagées à la fois au niveau national et international, peuvent favoriser la paix. » Donc, vous voyez bien qu'il y a une relation intrinsèque entre le niveau économique d'un pays et le degré de paix et de stabilité sociale qu'on peut avoir dans ce pays-là. Lorsque vous avez la paix, ça vous permet de travailler sur votre système économique, sur votre commerce, la production, la consommation, et ça apporte le bien-être. Mais dans le même temps, ce bien-être que vous garantissez à la population, c'est-à-dire, c'est ce que je disais au début, les enfants qui vont à l'école, ils sont socialisés, ils sont éduqués par l'État. Les emplois que vous créez, les jeunes, au lieu d'être bébés noirs, ils vont aller travailler. Ils ont un revenu, le revenu du travail, du salariat, et non pas le revenu du banditisme. Puisque vous les imposez à aller travailler, vous mettez en place les conditions. Et donc, le fait de faire ça, eh ben, vous avez en retour une société de paix. Donc, le circuit est fermé. Mais si vous coupez quelque part, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'emploi, et l'État utilise les moyens pour les dirigeants, vous créez de la marginalisation. Donc, vous créez des processus de désocialisation et non pas de socialisation. Les gens ne sont pas socialisés, ils sont désocialisés. Ils sont dans des processus de désinsertion et non pas d'insertion. Vous voyez bien que là, vous créez vous-même une menace à la paix. Qu'est-ce que le monde, pourquoi Dominique fait ce discours? Rappelez-vous, en 2008, je crois, si je ne me trompe pas, la crise immobilière, la chute de la grande banque Lehman Brothers. Et donc, il y a eu une panique mondiale. Et on se souvient, et d'ailleurs Dominique Strauss-Kahn le rappelle dans son discours, on se souvient que la cause principale de la Seconde Guerre mondiale a été non pas une menace militaire, et non pas une puissance militaire qui attaque une autre. La cause directe, ça a été quand même la crise économique, la crise financière et la crise boursière de 1929, qui commence à Wall Street et qui détruit l'économie américaine avec des impacts au niveau de l'Europe. Et ça fait donc la misère, et notamment en Allemagne, il faut une brouette pour aller acheter une baguette ou 2 baguettes de pain. Et donc la chute de monnaie, l'inflation qui galope, la crise est généralisée, les révoltes de la famine et de la misère commencent, conclusion de course, montée de fascisme et menace à la paix mondiale. Et donc, le rappel historique que fait Strauss-Kahn, c'est essentiel. Une société de misère n'est jamais une société de paix. Lorsque quelqu'un vous parle de la paix, alors que vous vivez dans la misère la plus totale, vous vivez dans la saleté, vous voyez, on vit dans la misère et on vous fait croire que vous êtes en paix alors que la misère vous apporte des maladies, vous avez la famine, il n'y a plus d'espoir. Comment peut-on? Des bacs à ordures remplis à déborder, des immondices déversés à même le sol, ce sont des images devenues fréquentes à Brazzaville. À chaque coin des rues, il n'est pas rare de rencontrer ces tas d'ordures qui offusquent parfois à la vision, transformant ainsi en dépotoir certaines artères de la ville. Ce débordement indigne des populations dont le quotidien devient affecté par ces poubelles qui dégagent des odeurs nauséabondes. L'État est assis. Bilon ils ont dérangé sur la solo na bana donc moi exacté. Ah to ça qui même sommet au show c'est les 4 jours baba ko zanguti. Donc ba ngushu ba ko tina kati atelier. Moi to ça là qui était solo ah na ba to sou quand même pas.
l'État ils ont ça ça l'État ou vraiment ils ont normal té l'État est là sur Cambo sur les autres dérangés malades ah net baloba qui coroner ça autre ma corona aussi typhoïde na solo ils ont permettre batoté moi to so senga na bata mutema mawa ba ko longa la biso biloko oyo parce que ça ba longa te biso to ko lia ndenge nini oni côté biso to vivre ta la télé ngo ça approche ba yo tika la biso a verda awa so to du malade to ko bimisila on a quel mbongo to na mbongo te vraiment ba konje ba yo ke la biso mawa to lembi to o lo ko so bolongo la ngo te to ko suka ndenge nini ko lia pasi e moko ko do moi 25 yo li o do so so ma su kisi e ko simba te papa. Appartenant à la société Averda qui assure l'assainissement de la ville, ces bacs à ordures sont quotidiennement remplis mais rarement vidés. Un paradoxe qui implique la responsabilité d'Averda, mais également celle des éboueurs qui y viennent déverser des ordures ramenées des ménages. Makamba poubelle eza bien te bana oyo ba lokotaka ba poubelle wana bana pusu baka ko boka disusu salitawa eza normal te bango moto azo tondi saka salité na balabala c'est pas gentil normalement eza endroit na bango te bango endroit na bango eza ailleurs awa eza bato ya baso mike ba aussi ba yiko boka ça fait vraiment sale et ça vraiment saleté. Averda ne fait son travail correctement mais lui il est beaucoup plus les agents sont beaucoup plus accentués, il voit beaucoup plus l'argent donc du coup il ne veut pas voir d'abord la salubrité du pays de la ville et il préfère d'abord penser au salaire par rapport à travailler d'abord. Nous la population souvent on ne voit pas le volet là parce que c'est eux qui sont dans la société. Nous sommes des habitants du quartier, nous sommes dans la ville, nous quand il y a la saleté, nous déplorons. Vous voyez, donc nous déplorons que ce soit un problème de logistique ou bien un problème de personnel, paiement et tout ça. Nous, ce qui nous importe est qu'au moins qu'ils travaillent d'abord, peut-être à la suite, les autorités pourront résoudre leurs problèmes. Au-delà de toute controverse, le souhait des populations est bien l'évacuation au plus vite de ces poubelles qu'elles côtoient désormais. Mais en attendant, cette situation est bien un danger à la fois sanitaire et environnemental, même si elle est une bénédiction pour ces cochons qui y trouvent de la nourriture. Je parle d'une société de misère, mais regardez dans cette vidéo, regardez Brazzaville. Pourquoi c'est Brazzaville? Parce que vous voyez les taxis, vous entendez ce que les gens disent. Dans Brazzaville, regardez des porcs qui ne sont pas dans un enclos d'élevage porcin, nourris correctement et avoir la bonne viande. Ces porcs vont finir dans un marché, mangés par les Congolais. Est-ce que vous avez une bonne santé quand vous mangez cette viande-là? Parce que dans ces poubelles, je sais ce qu'on peut retrouver, des produits chimiques, des médicaments. Lorsque les gens jettent, par exemple, les médicaments dans ce genre de poubelles, lorsqu'on les brûle, mais vous inhalez sans le savoir les molécules des antibiotiques et des anti-inflammatoires. Or, lorsque le corps physique, notre corps biologique n'en a pas besoin, on n'a pas à ingurgiter, à inhaler des produits contenant des molécules d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires. Si les antibiotiques et les anti-inflammatoires nous soignent quand on est malade, ces molécules sont très, très, très dangereuses lorsque vous n'en avez pas besoin dans votre corps. C'est très dangereux. Il appartient aux pharmaciens, aux biologistes, aux chimistes, aux médecins de faire des émissions pour vous expliquer cela. Autre chose, il pleut. L'eau de pluie qui ruisselle transporte avec elle toutes les molécules dans ces poubelles-là, des produits chimiques, du détergent, de Pax Homo qu'on utilise quand on jette les cartons, les plastiques brûlés qui se dégradent. Tout ça, toutes ces molécules et des produits, des médicaments, les poubelles des hôpitaux qu'on jette comme ça, eh bien, tout ça ruisselle avec l'eau de pluie, descend dans le souterrain et qu'est-ce que ça va faire? Ça va polluer les nappes phréatiques. Conclusion de course. Lorsque vous buvez l'eau des pluies, et plutôt des puits au Congo, l'eau propre n'est pas de l'eau potable. Cours de chimie en 5e. L'eau propre n'est pas de l'eau potable. Donc, cette eau-là qui ruisselle, il n'y a aucun mécanisme dans le sol pour infiltrer ces molécules-là. Ça n'existe pas. Même en France, ça n'existe pas. En France, aux États-Unis, quand il y a de grosses pluies, on suppose qu'il y a pollution de la nappe phréatique.
on interdit aux gens de boire l'eau de robinet, la mairie livre des bouteilles d'eau. Le temps qu'on puisse encore vérifier, mesurer les molécules d'autres produits dans l'eau et dire aux populations, vous pouvez recommencer à consommer l'eau de robinet. Donc, les puits que vous avez, les forages que vous avez, sachez-le, ça vous rend malade. Parce que vous ingurgitez là-dedans des molécules dont votre corps n'a pas besoin, parmi lesquelles les molécules des antibiotiques, des anti-inflammatoires, pour ne parler que de ces deux produits, sans parler des produits chimiques que vous utilisez, des savonnettes, puisque toutes les molécules, on appelait ça en chimie, ça fait longtemps, la loi d'Avogadro, si je ne me trompe pas, vous me corrigez, hein, je crois que c'est la loi d'Avogadro. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, les molécules ne se perdent pas. Donc, les molécules chimiques et des produits, des produits pharmaceutiques, vous les inhalez parce que on brûle les poubelles, vous les consommez par l'eau de pluie parce qu'il y a une contamination des nappes phréatiques et les nappes phréatiques communiquent. Vous les consommez aussi par les animaux parce que les animaux qui mangent ces saletés-là, eh ben, ça reste dans leur corps et lorsque vous les mangez, eh ben, vous les ajoutez. Donc, si on fait des prélèvements sanguins, si on fait des bilans sanguins à tous les Congolais, surtout ceux qui vivent dans ces zones-là, vous verrez que dans vos corps, vous avez des taux de produits chimiques et des taux de produits pharmaceutiques dans vos corps. Vous serez étonné en disant, mais je n'ai jamais consommé ça. Comment ça fait-il que ça se retrouve dans mon corps? Je vous donne les raisons. La salubrité publique, c'est très, très, très important pour la santé publique. Donc, Averda, en réalité, les responsables d'Averda, on doit les arrêter et les emprisonner. Mais là, on préfère faire appel à l'armée pour venir nettoyer et on va stocker quelque part où on ne sait pas. Donc, voilà les éléments qui démontrent que la misère que nous avons, cette misère est plus une menace à la paix sociale qu'un point pour une force pour aller vers le progrès et le développement économique. Et puisque nous ne sommes pas dans le développement économique, on alimente donc cette instabilité, cette misère du peuple. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire pour se sortir de cette situation? Je vous rappelle encore, la répétition est la mère des sciences. L'art de la pédagogie, c'est de répéter, répéter et encore répéter. Nous n'allons pas avancer sans une politique intérieure claire, nette et précise. Première chose, plus de présidents qui restent longtemps au pouvoir. Mais ça, il faut que nous nous mettons d'accord. Le contrat social de demain, lorsqu'on va réussir à dégager Sassou Nguesso, le contrat social de demain, plus jamais au Congo, plus jamais que le président soit Mboshi, Vili, Kuni, Bomitaba, Gangoulou, Teke, Congo, Bembe, ça, ce n'est pas notre problème. Il est congolais, il a le droit d'être président. Mais il ne fera que 1 ou 2 mandats, s'il les gagne officiellement, légalement, proprement. Il ne fera que 2 mandats. Je déteste les hommes providentiels parce qu'ils n'existent pas, c'est des menteurs. Et je n'aime pas les gens qui stationnent au pouvoir et qui ne veulent plus partir. Le Congo n'appartient à personne. Et mettons-nous ça dans la tête. Mettons-nous ça dans le crâne. Même si c'est votre père, dites-lui, papa, le pouvoir ne t'appartient pas. Tu fais tes 2 mandats, tu pars. Même si c'est votre épouse ou votre époux, chérie, 2e mandat, c'est fini. On doit partir. Et nous allons réfléchir sur que peut faire un président après le mandat présidentiel. Nous avons suffisamment d'intelligence pour y réfléchir. Il aura la retraite de président. Vous avez des gens qui sont ministres depuis 20 ans. Mais posez-vous la question, c'est quoi son bilan? Quel est le bilan de ce ministre-là depuis 20 ans? Regardez le Congo, regardez notre pays, regardez notre société. Donc, 2 mandats, il part. Sécuriser les finances publiques. Sécuriser les finances publiques. Sécuriser les banques. Le Congo doit avoir ses propres banques. Et on met les pratiques, la déontologie, l'éthique qu'il faut pour le directeur de banque.
Et directeur de banque, là aussi, on mettra des chartes, des documents. Lorsqu'on est directeur d'une banque, on a un mandat de 3 ans renouvelable une fois ou non renouvelable. Après 3 ans, il part. L'alternance à certains postes, c'est ça qui garantit la bonne gouvernance, la bonne gestion. Parce qu'une fois que la personne est partie, elle peut rendre des comptes par la suite. Et entre deux directions de banque, entre deux ministres, quand le ministre change, le premier ministre, le président, audit obligatoire de la gestion précédente. Non pas pour dire que la personne qui a géré a mal géré, non, mais ça sera un exercice obligatoire. Et donc, celui qui gère, on peut accepter des erreurs, mais des erreurs minimes, mais pas le brigantisme, pas le gangstérisme. Et donc, nous devons tomber d'accord sur cette alternance à tous les postes. Président de la République, Premier ministre, ministre. Et puis, les préfets. Un préfet, il est nommé pour 3 ans. 3 ans après, il change. S'il veut rester préfet, oui, il quitte la préfecture du Poul, il ira dans la Likwala. Après la Likwala, 3 ans, oui. Si on veut le garder préfet, on l'envoie dans le Kwilu. Mais plus de préfet, 5 ans, 10 ans. Non, il confond la préfecture et sa maison. Comme aujourd'hui, Sassou a cru à un moment donné que les 14 000 milliards, c'était son argent de poche, qu'il a pu partager avec ses amis, ses enfants. Les excédents budgétaires, pareil. Comme aujourd'hui, on apprend que le ministre des Mines, ce sont ses enfants qui distribuent, semble-t-il, à vérifier, mais semble-t-il, les permis d'exploitation, de prospection minière, d'exploitation et autres. Mais parce que les gens sont là, à vitam aeternam. Non, il faut poser une limite. Il faut faire tourner les gens si vous voulez que les choses marchent. Et que si vous voulez que les gens ne puissent pas détruire notre pays. Vous savez, j'ai suivi un débat à la télévision française, je ne savais pas, mais je découvrais. Un général français, on lui pose la question, mais pourquoi on fait tourner comme ça les généraux au lieu de les garder pendant longtemps sur un bataillon, à diriger un bataillon ou une compagnie. Et c'est un général français qui répond que si on laisse un général à la tête des troupes pendant 10 ans, il va y avoir tellement d'affinités, on risque un coup d'État. Mes chers compatriotes du Congo-Brazzaville, je suis tombé sur ma chaise. J'étais loin d'imaginer que même en Occident, même aux États-Unis, en Europe, des pays qu'on dit des démocraties libérales, j'étais loin d'imaginer qu'ils bougeaient leurs généraux et leurs colonels pour éviter de créer un esprit de corps, une affinité avec leurs troupes, au point d'avoir des velléités de coup d'État. Mon Dieu, quand j'ai suivi ça, j'ai dit, mais au final, mes analyses ne sont pas trompeuses. J'ai raison de dire que ce que j'ai étudié en politique internationale, c'est ça qui est la vérité. Je ne dis pas c'est parfait, mais vraiment. Donc, chez nous aussi, il faut faire tourner les gens. Il faut arrêter de faire stationner les gens à certains postes parce qu'ils sont tout simplement médiocres. Lorsque l'être humain sait qu'il doit rendre des comptes, il fait attention. Mais lorsqu'il sait qu'il a des comptes à rendre à personne, il fait tout et n'importe quoi. Je vous montre une photo. Vous venez de voir Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Alors, pourquoi je vous montre ces deux messieurs? Ces deux messieurs sont passés de la prison à la présidence de la République et la primature. Macky Sall, grand pote de Sassou, qui passait beaucoup de temps à Oyo pour demander des conseils à Sassou, semble-t-il, en la matière. On se souvient de la vidéo de Macky Sall disant, en la matière, Sassou est un expert. Alors, j'avais réagi à l'époque en disant, mais la matière, c'est quoi? Changer les constitutions, se maintenir au pouvoir. Macky Sall a voulu se maintenir au pouvoir. Mais la société civile sénégalaise, qui est très aguerrie, l'en a empêché. Et il a tout utilisé pour nuire à ceux qu'il sentait que ce sont eux qui peuvent gagner une élection présidentielle, c'est-à-dire Ousmane Sonko principalement et Diomaye Faye. Mais à malin et demi, Ousmane Sonko avait compris que Macky Sall pouvait le neutraliser et il avait désigné Diomaye Faye comme son successeur s'il était empêché à se présenter à l'élection présidentielle. Et Macky Sall a tout fait et a réussi à mettre les deux en prison. Mais malgré tout, ils ont maintenu leur candidature
Et Diomaye Faye, dès le premier tour, a gagné l'élection présidentielle et Ousmane Sonko est aujourd'hui son premier ministre. Mes chers compatriotes de Congo-Brazzaville, les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux. Diomaye Faye, Ousmane Sonko ne sont que des hauts fonctionnaires des finances. Hauts fonctionnaires des finances qu'on a mis en prison. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont au pouvoir au Sénégal. Ils viennent de remporter plus de 100 députés sur les 125 du Parlement. Président et Premier ministre. Si eux, ils arrivent à la tête du Sénégal, le Sénégal n'a pas disparu de la carte du monde. Le Sénégal n'a pas perdu ses investissements. Les Sénégalais ne sont pas plus pauvres qu'avant. Et Sassou n'a pas honte de s'asseoir à côté de Diomaye Faye. Mais ils vont parler de quoi? Soyons rigoureux. Cet exemple montre que Sassou doit partir. Et il y a des milliers de Congolais au Congo et à l'étranger qui peuvent faire le job et le bon job. Regardez avec beaucoup de gravité et beaucoup de respect Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Je ne dis pas qu'ils vont développer le Sénégal. Je ne dis pas qu'ils feront du Sénégal la petite Suisse. Je ne suis pas en train de dire ça. En sciences humaines, sciences sociales, en sciences politiques, ils viennent de démontrer ce que je vous dis depuis longtemps, que ce qui compte, ce sont les institutions dans un pays, pas les individus. Macky Sall s'est réfugié, je ne sais plus, au Maroc, où il se repose, mais le Sénégal continue. La vie des Sénégalais continue. Cet exemple vous montre à suffisance que Sassou partira et il doit partir dès aujourd'hui. Le Congo continuera à exister parce que avant Sassou, le Congo existait. Après Sassou 1, le Congo a existé, il a fait un coup d'État. Donc aujourd'hui, nous sommes nombreux. Le CRC travaille. Au CRC, nous avons des cadres qui travaillent dans tous les domaines de la vie politique, économique et sociale du Congo et nous savons où nous pouvons amener le pays. Donc, cet exemple montre à suffisance que Sassou Nguesso vous trompe, le gouvernement congolais vous trompe, Koliné Makosso vous trompe. Nous pouvons nous débarrasser d'eux et nous devons nous débarrasser d'eux pour que notre pays aille le mieux possible. Le Congo aura toujours son pétrole, le Congo aura toujours ses moyens. Avec la menace du changement climatique, avec des problèmes globaux qui sont en train d'impacter tous les pays du monde. Vous avez déjà des îles dans le Pacifique qui disparaissent, où l'Australie est en train d'évacuer les populations pour les installer sur le territoire australien parce que sinon ils vont mourir. Les îles sont en train d'être englouties par l'océan Pacifique. Au moment où nous avons nos compatriotes, nos parents, nos frères de la Liguala, qui sont en train, où certains villages sont en train de disparaître, envahis par l'Ubangi, où les gens restent des mois et des mois, les pieds dans l'eau, ils sont obligés de faire leur récolte de plantations beaucoup plus tôt, au lieu de laisser les plantations arriver à maturité. Sinon, l'eau va tout envahir. Et vous croyez que c'est Sassou qui est le mieux placé pour résoudre ces questions-là? C'est nous qui sommes mieux placés. Et c'est pour ça que je vous invite à cette révolution du fleuve que le CRC vous propose. Vous n'avez rien à perdre en vous soulevant dans la révolution du fleuve. Au contraire, vous avez tout à gagner. Parce que ça sera la grande libération du Congo. Après les indépendances, après l'indépendance en 1960, ça sera le grand symbole de la construction de notre nation. Parce que à ce moment-là, nous allons construire une nation, une société de paix sociale, de cohésion sociale, qui luttera contre les marginalisations, qui mettra en place les processus, les mécanismes, les circuits de vie pour chaque Congolais, qu'il soit très intelligent, très brillant pour arriver jusqu'à l'université, jusqu'aux grandes écoles, ou qu'il connaisse des difficultés de vie et ne puisse pas être en capacité d'aller très loin dans les études. Il aura la formation professionnelle qui le garantira, malgré tout, le bien-être dans la société. Et il aura une couverture sociale, une couverture santé supportée par l'État, comme on peut le voir partout. Nous en avons les moyens, nous en avons la richesse. La preuve, je vous le redis, il y a un qui nous doit 14 000 milliards, plus les excédents budgétaires. Voilà ce que je voulais vous proposer comme chronique autour de ce qu'on appelle la paix sociale. Ce n'est pas la paix sociale où on vous ment, mais une paix sociale que le CRC demain va construire
pas que le CRC seul, mais avec tous les Congolais, c'est-à-dire les 6 400 000 que nous sommes. Nous sommes prêts à construire cela. Il ne nous reste plus qu'à aller vers la révolution du fleuve, ce fleuve Congo qui est le symbole de notre colonne vertébrale du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous attends dans les commentaires que je prends toujours un grand plaisir à répondre, à compléter. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager massivement parce que notre combat est noble, notre combat est juste, notre combat, c'est le combat du peuple congolais. En tout cas, merci à vous de m'avoir suivi et soyez toujours bien là où vous êtes à travers le monde et principalement au Congo-Brazzaville, notre très cher beau pays.